Bonjour à tous, asseyez-vous. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous d'anciens auditeurs ou auditrices de l'IHEDN. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir dans cette amphifoche pour un événement qui est important, peut-être majeur, dans la vie de l'IHEDN et qui a trait à la sortie du livre dont nous allons parler ce soir. C'est un livre sur l'histoire de l'IHEDN, c'est-à-dire sur votre histoire, sur l'histoire de tous ceux qui ont fait l'IHEDN. Et je voudrais bien évidemment d'abord saluer les anciens directeurs qui nous font l'amitié d'être là ce soir, qui me font l'amitié d'être là ce soir et qui ont avec vous tous, avec beaucoup d'entre vous en tout cas, contribué à faire vivre cet institut. C'est aussi l'histoire de tous ceux qui ont été cadres ou qui ont été auditeurs au sein de l'IHEDN, et puis je crois que c'est beaucoup plus largement, tout simplement, et on y reviendra, l'histoire de notre pays tout entier. Alors, je ne vais pas être très long, mais je voudrais très chaleureusement et très fortement remercier les deux auteurs de ce livre, le docteur Philippe Vial et puis le docteur Guillaume Danglos, qui ont travaillé pendant en réalité 2 ans au moins sur ce livre. Mais ce livre, c'est aussi une aventure collective. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'impulsion et le soin attentif qu'y a apporté mon prédécesseur, le général Destremaux, le général Patrick Destremaux, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il n'y aurait rien eu non plus sans, plus largement, les équipes de l'IHEDN. Et puis, il n'y aurait rien eu certainement sans l'engagement très personnel de Xavier de Bartilla et de Judith Simoni et des éditions Taillandier qui ont accompagné ce projet et à qui je voudrais rendre un hommage extrêmement marqué. Alors, je ne vais pas être très long, mais je voudrais dire que ce livre, c'est plusieurs choses. D'abord, je voudrais souligner ça. Ce n'est pas un livre institutionnel. Je pense que les auteurs nous le diront, mais nous ne sommes pas là ici pour vendre une plaquette un petit peu plus épaisse que les autres sur l'IHEDN. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous pourrez regarder ce livre, vous constaterez qu'il n'y a pas le logo de l'IHEDN. C'est un livre d'historiens, même si on les a accompagnés, on en a parlé longuement, mais c'est un livre d'historiens et c'est un événement intellectuel parce que ça marque le début d'une histoire et je sais qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que ce débat intellectuel devra être prolongé parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à poursuivre sur ce sujet de la défense nationale dans notre pays. Qu'est-ce que c'est que la défense nationale? Comment elle s'est structurée au fil des années. Et donc, c'est un livre sur notre institution, et je crois qu'il n'est pas anodin qu'il survienne à un moment où l'IHEDN, vous le savez sans doute, connaît une réforme importante. L'IHEDN, créé, je ne vais pas déflorer le sujet trop, mais créé en 1936, c'était d'abord pour les officiers et les fonctionnaires d'État. Ensuite, ça a été étendu à toute la société civile. Il y a eu des sessions régionales, puis des sessions jeunes, et puis il y a quelques années, on a créé une session maritime, une session cyber. Il y avait eu la session armement économie de défense qui avait rejoint en 2009. Et puis on avait décidé cette année aussi de créer une session consacrée à la sécurité économique. Et il est apparu indispensable de ne pas recréer au sein de l'IHEDN des silos, mais au contraire de faire se parler les gens parce que c'est véritablement la vocation de l'IHEDN. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis cette année, vous avez une session unique intégrée de l'IHEDN. Et je crois que ce livre, d'une certaine façon, arrive à un très bon moment. Et puis, vous allez pouvoir le découvrir
pour ceux qui pourront le lire, qui souhaiteront le lire en écoutant les débats qui vont avoir lieu. C'est un livre sur l'IHEDN, mais en réalité, c'est un livre sur l'histoire de notre pays. C'est un livre sur la façon dont nous avons structuré la défense nationale en France depuis maintenant près de 80 ans, sur les difficultés qu'il y a eu à le faire, sur aussi les forces de notre modèle, et pour avoir étudié et approché les modèles de nos principaux partenaires et alliés, je pense que nous avons un modèle qui me paraît extrêmement pertinent et encore plus pertinent aujourd'hui avec les modifications en cours du contexte stratégique. Nous aurons probablement l'occasion d'en reparler. Voilà, donc merci, bienvenue à tous. Et je vais laisser sans plus tarder la parole à Philippe Vial et Guillaume Danglos. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler, mais je vous laisse... Mon général, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, et j'ose dire cher public, c'est un très grand plaisir de pouvoir, avec Philippe Vial, vous présenter ce soir cet ouvrage, donc Histoire de l'IHEDN, Penser la défense, aux éditions Talendier, édition que je tiens particulièrement encore à remercier. Alors, pour vous donner un premier aperçu de la trame chronologique et ainsi que des personnages marquants, des enjeux auxquels a été mêlé l'Institut des hautes études de défense nationale, je vais d'une certaine manière planter le décor en commençant ce propos en vous lisant un court extrait d'une conférence qui avait été prononcée à ce qui s'appelait à l'époque le Collège des hautes études de défense nationale, le CHEDN, par son premier directeur, le vice-amiral Raoul Castex, conférence prononcée le 3 novembre 1937 devant les auditeurs, où Castex relatait un retour d'expérience d'un exercice combiné auquel il avait participé quelques jours auparavant avec des représentants militaires, donc des trois armées, du ministère de la Guerre, de la Marine et de l'Air. Je cite le vice-amiral Raoul Castex. « À la critique de cet exercice, on fut amené inévitablement à élargir quelque peu le débat et à parler politique extérieure. Par malheur, le diplomate non invité manqua à la réunion. On en arriva de même ensuite à faire intervenir au cours de nos discussions, on a discuté de la situation démographique et militaire, par exemple de l'Afrique occidentale française. On chercha des yeux le colonial, il n'était pas là. On épilogua ensuite sur l'importance respective des diverses lignes de transport, sur les importations, sur les achats à l'étranger, etc. Il nous aurait fallu les lumières d'un économiste, et nous déplorâmes, pendant cette réunion, son absence. Personnellement, j'ai cessé, en entrant ici, au Collège des hautes études de défense nationale, de me considérer exclusivement comme un marin. J'ai dépouillé ma carapace ancienne, j'ai perdu mon sexe, si j'ose dire. La marine ne me paraît ni plus, ni moins importante que les autres branches. Seul l'ensemble m'intéresse. Alors, cet extrait, prononcé donc en 1937, reflète, je crois, assez bien la conception de la défense nationale qu'avait Raoul Castex, mais aussi les enjeux qui ont mené à la création du premier Collège des hautes études de défense nationale le 14 août 1936. Il s'agissait clairement de décloisonner, grâce à une formation commune, le travail des hauts fonctionnaires civils et des futurs chefs militaires pour mieux préparer le pays aux dangers futurs. Et quel danger, puisque la Seconde Guerre mondiale allait éclater 4 ans après. Je vais donc ici insister un petit peu sur les découvertes, les redécouvertes également, les surprises aussi qui ont été les nôtres avec Philippe, durant nos recherches en archives et aussi nos discussions sur les dynamiques à l'œuvre entre 1936 et 1939 concernant donc le CHEDN et à partir de 1948 son successeur, l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, la première dynamique notable qui nous a vraiment marqué, c'est tout simplement le poids absolument décisif dans la création du CHEDN et de l'IHEDN
de ce que l'on pourrait appeler la filière radicale et socialiste. Le personnage que vous avez ici à gauche, vous le reconnaissez bien entendu, c'est, alors là à l'époque il n'est que contre-amiral, c'est Raoul Castex. C'est une photo qui date du début des années 30. Et ce que l'on a découvert, eh bien, tout simplement, c'est que Raoul Castex, eh bien, dès 1904, eh bien, il collabore avec une partie de la gauche républicaine, et notamment le député François Deloncle, qui est lui-même un ancien compagnon de route de Léon Gambetta, le premier chef du gouvernement de la Défense nationale pendant la guerre de 1870. Or, Castex a eu de multiples influences durant toute sa carrière. Notamment, il était influencé aussi par le modèle britannique. Je pense à l'Imperial Defence College, créé en 1927. C'est quelqu'un qui s'intéresse très tôt dans ses écrits, dès les années 10, à la coordination des trois armées, à la formation des chefs militaires, et également leur lien avec le pouvoir civil. Et surtout, et là aussi ça a été une autre découverte avec Philippe, on a remarqué bien tout simplement qu'il connaissait déjà un certain Édouard Daladier, un des membres éminents du Parti radical. Et ce deuxième personnage clé, bien entendu, et c'est lui le véritable fondateur du CHEDN, c'est Édouard Daladier, que vous avez ici, au milieu. C'est lui qui, lorsque le Front populaire, donc c'est lui qui devient ministre de la Défense nationale et de la guerre lorsque le Front populaire arrive au pouvoir, le président du Conseil est Léon Blum, et c'est lui qui, à l'été 1936, durant plusieurs réunions du Comité permanent de la Défense nationale, va imposer un modèle qui se veut mixte, où cohabitent hauts fonctionnaires civils et chefs militaires. Un modèle qui était, durant les débats, totalement opposé à un autre grand personnage de la Défense nationale de l'époque, je veux bien sûr parler du maréchal Philippe Pétain, qui, lui, était plutôt partisan d'un collège vu comme un club essentiellement militaire. Et donc le décret du 14 août 1936 porte clairement la marque et l'influence de Édouard Daladier. Alors vous le savez, le collège va durer environ 3 ans. Il ne va pas être renouvelé à la suite de la déclaration de guerre de septembre 1939. Il faudra donc attendre 1948 pour qu'il ait un successeur, l'Institut des hautes études de défense nationale. Et le troisième personnage clé de cette filière un petit peu radicale et socialiste, qui va être à l'origine de la création, cette fois-ci, de l'IHEDN, c'est Paul Ramadier. Alors Paul Ramadier est un homme politique qui est aujourd'hui certainement encore oublié, on peut dire. Néanmoins, c'est le premier président du Conseil de la 4e République. Il devient ensuite ministre de la Défense nationale en 1948. C'est lui qui joue un rôle politique absolument décisif dans la renaissance du collège, donc sous le nom de l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, il est socialiste et c'est lui qui a l'honneur de prononcer le premier discours inaugural de l'Institut le 29 novembre 1948. Et dans son discours, il se place évidemment clairement dans la lignée de Daladier et de Castex. Le quatrième personnage, et je serais tenté de dire le plus important, le personnage absolument majeur de notre histoire, c'est bien sûr, vous le connaissez, c'est Charles de Gaulle. Alors, Charles de Gaulle, ce n'est pas seulement le président de la République Charles de Gaulle ou le général de Gaulle, c'est d'abord le chef de bataillon Charles de Gaulle, le jeune chef de bataillon, puis le lieutenant-colonel Charles de Gaulle, et enfin, évidemment, le président de la République. Alors, je vais vous, ici, à gauche, vous avez la découverte d'une des archives que nous avons trouvées au service historique de la Défense, qui s'intitule, c'est une note, qui s'intitule « La création d'un enseignement relatif à la conduite de la guerre ». Elle date du 20 avril 1931. Elle est signée du chef de bataillon Charles de Gaulle. Et c'est la plus ancienne trace, on peut dire, de réflexion qui conduit à la création, 5 ans plus tard, du Collège des hautes études de défense nationale. Alors on sait que le jeune de Gaulle, à l'époque, était encore très proche du maréchal Pétain, ironie de l'histoire. Et donc, eh bien, cette note, elle a été transmise par de Gaulle à Pétain, qui l'a ensuite transmise au général Colson, qui était à l'époque le secrétaire général du Conseil supérieur de la défense nationale, un service qui dépendait de la présidence du Conseil. Et donc cette note a ensuite été versée au dossier préparatoire des premières réunions qui ont conduit à la création du collège. De Gaulle et Castex également se connaissaient extrêmement bien. Et j'en veux pour preuve, c'est tout simplement que De Gaulle, désormais lieutenant-colonel, sera le deuxième conférencier du Collège des hautes études de défense nationale le 22 octobre 1936. Vous avez ici sur votre droite le dossier, la couverture de son allocution.
Alors, il traite d'un sujet qui est majeur pour l'époque, c'est le projet de loi d'organisation de la nation pour le temps de guerre, un texte qui est absolument fondamental à l'époque et qui, en fait, n'a toujours pas été voté. Les premiers travaux de cette loi avaient débuté en 1922. En 1936, le texte n'est toujours pas voté. De Gaulle a participé à la rédaction de la loi lorsqu'il était au secrétariat général de la Défense nationale. Et donc, c'est un texte qui est extrêmement important, qui est méconnu également dans la carrière du général, où en fait, il fixe, quand on lit bien le texte, en fait, tous les principes gaulliens en matière de défense sont déjà là. La primauté du civil, du politique sur le militaire, l'interarmisation, la création d'un ministère national, de la défense nationale unifié, réunissant les trois armées, un état-major interarmé, tous les grands principes y sont. Et ça préfigure, bien entendu, l'organisation politico-militaire de la France libre et plus tard, évidemment, la Ve République. Alors, nous allons continuer notre chronologie. J'ai choisi de vous montrer cette photo qui représente tout simplement la première session de l'Institut des hautes études de défense nationale, donc la session 1948-1949, dont le directeur, il est au premier rang au centre. Il s'agit du général d'armée Charles Mast. Alors, ce qui est un peu intéressant avec Charles Mast, alors il s'est battu pendant plus de 18 mois pour recréer l'Institut. Ça a été extrêmement compliqué dans le contexte de la libération et de l'immédiat après-guerre. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est lui qui va fixer la méthode de travail des auditeurs, qui est encore celle de la méthode d'aujourd'hui, basée sur un triptyque, un cycle de conférences, des travaux de comité et bien sûr des visites, des missions à l'étranger et des missions dans des grands établissements de la défense. C'est ce modèle qui fonctionne encore aujourd'hui. Et surtout, dès 1948, ce qu'on remarque avec les premiers travaux des auditeurs, et ça va perdurer au moins pendant toute la IVe République, c'est que l'IHEDN de cette époque est très marqué par un prisme stratégique qui est à la fois atlantiste, européen et également impérial. Ce qui n'exclut absolument pas d'ailleurs entre auditeurs des débats à une liberté de ton qui est quasiment totale. Et des fois des débats, on le voit dans les procès-verbaux, qui sont des fois assez virils, pardonnez-moi l'expression. Alors la figure majeure de la période 1948-1960, et là aussi ça a été d'une certaine manière une découverte, eh bien c'est l'inspecteur général des finances Jean Essig, que vous avez ici à la gauche du général Mast. À l'époque, il est directeur adjoint de l'IHEDN, il va le rester jusqu'en 1958, pendant 10 ans, avant d'en être directeur à son tour de 1958 à 1960. C'est encore à ce jour le seul directeur civil qui est connu, l'IHEDN. Et il va beaucoup marquer l'Institut jusqu'à cette première grande rupture qui est la visite du général de Gaulle, cette fois-ci président de la République, le 3 novembre 1959, où de Gaulle vient inspecter à l'école militaire tous les établissements de l'enseignement militaire supérieur. Alors la photo de gauche donc, nous montre le général de Gaulle dans la cour d'honneur de l'école militaire, mais je vais me concentrer essentiellement sur la photo de droite, extrêmement intéressante. En effet, vous avez ici Jean Essig, le directeur de l'Institut, qui... qui présente au général et au Premier ministre Michel Debré les auditeurs et les missions de l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, 1 heure plus tard, ce qu'il faut savoir, c'est la seule photo où l'on a de Gaulle qui est en contact direct avec les auditeurs. C'est en ça qu'elle est extrêmement intéressante. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'1 heure plus tard environ, de Gaulle va prononcer à la rotonde Gabriel de l'école militaire un discours de rupture sur la politique de défense, avec la politique de défense de la IVe République. Désormais, place à l'indépendance nationale, à la force de frappe et au départ progressif de l'OTAN, qui interviendra, comme vous le savez, en 1966. Alors avec Philippe Vial, on a eu la chance de longuement interviewer Philippe Essig, qui était le fils de Jean Essig, et qui nous a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement, de choses inédites sur le fonctionnement de l'Institut de cette époque, et évidemment qui nous disait que son père, en fait, 1 an après cet épisode, Jean Essig a rompu assez violemment avec le général de Gaulle du fait du conflit algérien, de sa politique algérienne, mais également de l'éloignement progressif de l'OTAN. Et donc, toutes les années 60 vont être marqués au sein de l'Institut et au sein des comités de travail des auditeurs par des débats extrêmement vifs, justement sur la politique gaullienne en matière de défense. Et
j'ai souhaité un peu mettre l'accent sur, sur une session qui est la 14e session, 1961-1962, et qui est, je crois, extrêmement représentative des différents profils sociaux et politiques des auditeurs de l'époque, et aussi des conflits en interne, et des débats, plutôt conflits, plutôt débats en interne. À gauche, vous avez deux gaullistes. Le colonel Georges Buis, qui est également un héros de la France libre, mais également un écrivain. Alain de Boissieu, colonel Alain de Boissieu, le propre agent du général de Gaulle. À la droite, vous avez ici Pierre Bernheim, qui était un publicitaire socialiste et atlantiste, et également un autre socialiste, Robert Pontillon, qui était également très marqué par l'atlantisme. Alors, on a retrouvé dans les archives de Robert Pontillon justement toute la correspondance entre Robert Pontillon, Pierre Bernheim, Alain de Boissieu et Georges Buis. Absolument passionnant, je vous le confirme. Et surtout, alors ils sont en désaccord complet, d'un côté, complet, mais ils continuent à échanger quasiment 25 ans après leur session sur les grands débats politico-stratégiques de la France de l'époque des années 60 et des années 70. Voilà, ils s'engueulent quasiment, disons-le, par lettre interposée, mais on sent toujours une franche camaraderie. C'est très ambigu, mais c'est très marquant lorsqu'on lit ces sources-là. Alors, une autre découverte importante que l'on a faite pendant cette recherche et qui est évidemment dans le livre, plutôt une redécouverte, c'est le rôle éminent joué cette fois-ci par l'Union des associations des auditeurs de l'IHEDN et notamment son premier président, Pierre Choued, dans la conversion progressive du Parti socialiste à la dissuasion nucléaire, notamment auprès, vous le reconnaissez à la droite, Charles Hernu, représentant chef de la commission de défense du PS, de 1974 à 1978. Alors pour l'union de l'IHEDN, mais également pour le directeur de l'Institut de l'époque, le général de corps d'armée Jean Caillé, il s'agissait, en cas d'alternance, tout simplement de préserver le modèle de défense qui avait été institué par le général de Gaulle à partir de la fin des années 50. D'où l'importance aussi d'ouvrir l'Institut plus en amont à des représentants de l'opposition. Alors à gauche, photo là également extrêmement symbolique et intéressante, vous avez ici le général d'armée Jean Simon, un des héros de Bir Hakeim, qui est actuellement, nous sommes en 1973, il est à l'époque secrétaire général de la Défense nationale. Alors c'est intéressant, nous sommes dans les bureaux du SGDN, vous avez ici Pierre Choued, et Jean Simon, c'est un moment aussi marquant de l'histoire de l'IHEDN, tout simplement parce que c'est le moment où définitivement l'IHEDN passe sous la tutelle du Premier ministre. Et donc c'est avec Pierre Choued également qu'ils vont préparer l'union de toutes ces associations de l'IHEDN. Et c'est Pierre Choued ensuite qui, avec l'aval de Jean Simon, va ouvrir le processus à l'opposition politique et notamment à Charles Hernu à l'époque. Alors une autre grosse découverte, et alors là c'est pas une redécouverte, c'est vraiment une vraie découverte inédite, c'est le rôle joué par l'ancien directeur de l'Institut, Georges Buis, que l'on a vu tout à l'heure, qui était auditeur de la fameuse 14e session. Et Georges Buis, il a été directeur de 1969 à 1972, et il joue un rôle très important dans, cette fois-ci, la conversion de ce qui était à l'époque l'ennemi de l'intérieur, le Parti communiste français à la dissuasion nucléaire. Alors Georges Buis, après avoir quitté la tête de l'IHEDN, il va prendre la direction de la Fondation des études de la défense nationale. Et c'est dans ce cadre-là, alors il amène avec lui toute son ancienne équipe de l'IHEDN, donc je crois qu'on peut vraiment parler quasiment de galaxie IHEDN dans ce cadre-là. Et il va prendre contact, il va inviter Jean Canapa, donc le personnage que vous avez ici à droite, avec sa pipe, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du PCF de l'époque. Et donc, si on en croit un des anciens membres de l'IHEDN, Xavier Salentin, capitaine de vaisseau, dit qu'au début de l'année 1977, tout simplement, Georges Buis et lui-même ont été invités dans une villa en pleine campagne autour de Dreux, apparemment, reçus en secret par Georges Marchais, premier secrétaire du PCF, et par Louis Bayot, qui était un peu le ministre de la Défense, on peut dire, du PC. Et donc, ils auraient convaincu, visiblement, le PCF d'accepter la force de frappe dans son programme. Ce qui sera le cas lors d'une réunion
rendu public du comité central du PCF en mai 1977. Donc là aussi, encore un exemple de l'influence de cette galaxie de l'IHEDN sur le spectre politique et sur les enjeux stratégiques de la France. Conversion du PCF quelques mois avant celle du PS d'ailleurs. Alors on comprend dès lors que, eh bien, en matière de défense, eh bien, lorsque la gauche arrive au pouvoir en mai 1980, eh bien, en fait, il n'y a eu aucune rupture. Voilà, il y a eu une continuité. Et la photo suivante, je crois, le confirme parfaitement. Elle illustre l'aboutissement de ce processus d'ouverture qui avait été initié depuis la fin des années 60. Vous avez ici à gauche le Premier ministre Pierre Mauroy, le directeur de l'Institut, le vice-amiral d'escadre Gérard de Castelbajac, Charles Hernu, ministre de la Défense, tenez, Robert Pontillon, lui-même ancien auditeur de la 14e session, et le secrétaire général de la Défense nationale, le général de corps aérien, Roger Inter. Nous sommes ici, évidemment, dans la cour d'honneur de l'école militaire, avant le discours inaugural de la 34e session par Pierre Mauroy. Pierre Mauroy qui va également jouer un rôle important pour les sessions régionales. Les sessions régionales qui avaient été créées en 1954, sous la 4e République, et Pierre Mauroy va décider de doubler le nombre de sessions régionales en 1983. Plus globalement, les années 1980 sont marquées par plusieurs innovations. Tout d'abord, eh bien, l'ouverture aux auditeurs étrangers. Et oui, avant les années 80, eh bien, il n'y a pas d'auditeurs étrangers à l'IHEDN. Alors, les premiers auditeurs étrangers au sein de la session nationale, ça sera pour 1999. Mais en 1980, il y a une première session des auditeurs africains qui est créée. En 1988, il y aura cette fois-ci une ouverture sur l'Europe, session européenne, qui sera inaugurée notamment par le Premier ministre Michel Rocard, mais qui avait été décidée en amont par l'ancien Premier ministre Jacques Chirac. Et également, et c'est la photo de droite, en 1993, eh bien, et là c'est tout un symbole, c'est la fin de la guerre froide, nous sommes en 1993, eh bien, il y a une session internationale aux auditeurs du Centre-Europe, donc ouvert à l'Europe de l'Est. Et donc c'est un processus d'ouverture à l'étranger qui va se poursuivre à l'IHEDN, c'est vraiment le fil rouge de l'IHEDN des années 90 et 2000, cette ouverture sur l'étranger. Alors, je terminerai ce très bref tour d'horizon. Hein. L'objectif là, pour l'instant, est de vous donner peut-être quelques clés, quelques personnages, quelques processus. Hein. On va en reparler après. Pour terminer ce bref tour d'horizon, il faut rappeler quand même que l'IHEDN aussi a été une caisse de résonance pour le pouvoir exécutif, pour préciser la politique de défense de la France, bien évidemment, mais aussi parfois pour régler bien des crises politiques. C'est particulièrement le cas en juin 1976, où, vous le voyez à gauche, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, alors il est accompagné ici, je vais y arriver, ça a bugué, hop là. Il est accompagné ici du directeur de l'Institut, le général de corps d'armée, Jean-Paul Etcheverry, pour en fait faire un discours de conclusion de la session nationale. Alors ce discours n'était pas du tout prévu, tout simplement parce qu'il y a une crise politique à l'intérieur même de la majorité du président Valéry Giscard d'Estaing, où son chef d'état-major des armées, le général Méry, a fait un article dans la revue de défense nationale qui était un petit peu trop atlantiste au goût d'une partie des gaullistes, et notamment du Premier ministre Jacques Chirac. Et donc Valéry Giscard d'Estaing, de manière très opportuniste, se sert de la caisse de résonance qu'est l'Institut pour faire un grand discours justement sur la stratégie de la France vis-à-vis notamment des Alliés. Entre 1986 et 1988, et c'est un petit peu la photo du milieu, vous avez évidemment le Premier ministre Jacques Chirac, et bien Jacques Chirac va aussi se servir de l'IHEDN comme d'une tribune sur les questions de défense, pour marquer sa différence sur les questions de défense avec le président François Mitterrand, notamment au sujet de la dissuasion. Deuxièmement, eh bien, c'est la photo de droite. François Mitterrand, après sa victoire en mai 1988, eh bien, vient prononcer son unique discours devant l'Institut des hautes études de défense nationale pour bien marquer, eh bien, pour sa primauté évidemment sur les questions de défense en domaine réservé, mais également aussi pour imposer son autorité vis-à-vis du Premier ministre Michel Rocard. Nous sommes dans un service du Premier ministre à l'Institut des hautes études de défense nationale, comme vous le savez. Alors, de ce très très bref tour d'horizon, hein, nous allons rentrer plus en amont dans les détails. Je ferai finalement une remarque, c'est que l'IHEDN, que ce soit dans sa genèse, dans sa conception et dans son fonctionnement,
Eh bien, tout simplement, c'est une institution qui est profondément républicaine. Et on ne peut l'analyser, je crois qu'il faut la placer, quand on veut l'analyser, il faut la placer dans son écosystème, qui est celui de la société tout entière et celui des armées. Et donc, c'est dans cette optique que je vais laisser la parole à Philippe Vial. Voilà. Je vous remercie. Guillaume vous a présenté avec déjà un certain nombre de détails l'histoire de l'IHEDN et la trame chronologique ainsi fixée permet maintenant d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur les fondamentaux de l'IHEDN. En d'autres termes, d'où vient l'IHEDN et qu'est-ce qu'il est devenu? Et avant d'aborder ce propos que je vais faire sans le recours à des photos qui ont été déjà abondamment montrées, vous avez eu même quelques photos supplémentaires qu'on n'a pas pu mettre dans l'ouvrage parce que ça a été à chaque fois un déchirement. On a cherché beaucoup de choses et on aurait pu faire finalement 2 livres, à la fois en matière d'iconographie et en matière de texte. Donc c'est un ouvrage qui est richement illustré, mais c'est aussi un ouvrage, et le directeur l'a rappelé tout à l'heure, qui se veut vraiment un ouvrage d'histoire, un ouvrage critique, un ouvrage de réflexion et un ouvrage qui ouvre. Les officiers parleraient d'une ouverture de théâtre. À bien des égards, c'est le cas de le dire, parce que le théâtre de l'IHEDN, finalement, on y a vu un certain nombre d'acteurs et on va voir qu'il y en a d'autres dont il faudra mieux faire connaissance. Donc, essayer de reprendre ce qui a été dit, mais en le structurant autour de 2 interrogations qui sont, d'une part, d'où vient cette idée de faire un collège ou un institut des hautes études de la défense nationale, c'est-à-dire associant des civils et des militaires, des civils qui viennent du secteur public d'abord, puis ensuite qui sont rejoints par le secteur privé, et puis un certain nombre de militaires qui en fait ne sont pas n'importe lesquels, puisque ils font partie des élites, et disons-le, ils sont le vivier dans lequel on va aller chercher les futurs grands chefs. Donc, d'où vient cette idée finalement assez révolutionnaire? Et de ce fait, l'histoire de l'IHEDN est indissociable de celle de l'enseignement militaire supérieur, et c'est sans doute d'une certaine manière symbolique si le directeur de l'IHEDN est aussi le directeur de l'enseignement militaire supérieur. Il y a une force du symbole qui renvoie à une vérité profonde. Et d'autre part, cette idée que, une fois qu'on a posé un certain modèle, finalement, qu'est-il devenu? Est-ce que l'IHEDN a été fidèle aux promesses du CHEDN? Et on ne peut, sans aller plus loin pour l'instant, que pointer une chose. Le CHEDN fondé par Castex, qui en gros forme quelques dizaines, 30, 40 auditeurs chaque année, c'est une toute petite entreprise artisanale. Quelque part, c'est un atelier de haute couture, quand l'IHEDN aujourd'hui est devenu une grosse PME, si je caractérise toujours selon les critères du monde économique, en tout cas qui forme des centaines et même des milliers de gens par an. Ça dépend évidemment le périmètre, si on s'en tient aux sessions traditionnelles, sessions nationales, sessions régionales, il ne faut pas les oublier, ou toutes les formations complémentaires qui ont été créées au fil des années. Donc on a absolument changé d'échelle. Et comment comprendre cette bascule de 36 à nos jours au regard finalement de ce qui a provoqué la cristallisation en 36, et preuve que les fondamentaux étaient là, eh bien, cette cristallisation, elle a été reproduite une dizaine d'années plus tard. Guillaume a rappelé les difficultés du général Mast, mais au final, non seulement il y est arrivé, mais la greffe a prise. Alors, finalement, quand on prend du recul par rapport à ce qu'aujourd'hui nous ont appris les archives, et bon, ça tombe bien, on a eu quelques semaines pour décanter depuis qu'on a remis définitivement les dernières corrections sur les épreuves, là, début septembre, on peut dire qu'en fait, on est à la confluence de plusieurs influences. La première, elle vient effectivement, Guillaume l'a rappelé, de ce gouvernement de la défense nationale dont Gambetta a été une des figures marquantes. Il était ministre de l'Intérieur, mais il avait aussi la responsabilité de la défense nationale au sens strict, c'est-à-dire il était à Tours celui qui était, dans le cadre de cette délégation qui avait été créée à Tours, il ne faut pas oublier, Paris a été assiégé, eh bien, le responsable de la coordination des départements militaires, la guerre, la marine,
pour la défense littéralement nationale, celle de la patrie, celle du pays. Et ça, c'est vraiment un moment fondateur. Il l'est de diverses manières. Je ne rappellerai qu'une chose. On a parlé, on va encore beaucoup parler de De Gaulle, qui est vraiment un des grands hommes de l'IHEDN, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent. Eh bien, le jeune Charles de Gaulle est emmené durant son enfance et son adolescence chaque année en pèlerinage au Bourget. Pourquoi le Bourget? Parce qu'il y a eu des combats pour briser l'encerclement de Paris, et son père y a pris part, il y a été gravement blessé, et il emmène chaque année sa famille en pèlerinage devant le monument qui commémore ces combats. Donc on voit bien à quel point c'est important ce conflit de 70, et ça va l'être effectivement dans le cheminement de l'idée de la défense nationale. Alors, ce cheminement, on le rappelle dans le premier chapitre, il faut en retenir que finalement, cette notion de défense nationale, elle est le produit au moins de deux dynamiques. La première, c'est de dire on ne peut pas continuer à avoir des actions en silo. D'un côté, les terriens, ce qu'on appelle à l'époque le ministère de la guerre, de l'autre, les marins, et qui à l'époque ont la main sur les troupes coloniales également. Donc ces gens travaillent chacun dans leur côté. Officiellement, chacun est responsable d'un milieu, mais enfin, il y a des moments de recoupement, par exemple la défense des colonies, par exemple la défense des littoraux. Alors, qui prend le manche? Qui prend le leader? Donc le leadership. Et cette question, elle apparaît urgente, indispensable à trancher, en particulier à la fin du XIXe siècle, quand la France est de nouveau dotée d'un empire colonial qui, on le sait, en 1900, est le deuxième au monde. Et puis, il y a non seulement cette logique, finalement, qu'on appellerait aujourd'hui interarmée, mais il y a aussi l'idée que, finalement, les militaires ne doivent pas être laissés seuls à la gestion de ces affaires militaires, qui désormais, d'ailleurs, ne sont plus seulement militaires, sont des affaires plus larges, ce qu'on va appeler précisément la défense. Et là, évidemment, il faut rappeler le souvenir d'un grand traumatisme national qui est l'affaire Dreyfus. Et l'idée que, effectivement, pour reprendre une boutade qui sera ensuite popularisée par Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée au seul militaire. Et ça, c'est une deuxième intuition qui est forte dans la création de l'IHEDN, qui va cheminer aussi, et elle se manifeste en particulier à travers la réflexion d'un homme comme Jean Jaurès. Guillaume, à juste titre, a rappelé ce cheminement. C'est un des cheminements dans la durée, jusque, effectivement, par exemple, au gouvernement de Pierre Mauroy, qui va faire beaucoup pour dynamiser les sessions régionales. Cette idée que, finalement, il faut associer, pour des questions d'équilibre dans la nation, il faut associer les civils à la formation des militaires. Il faut que, finalement, les élites militaires soient associées aux élites civiles dans le cadre de leur formation ultime. Et ça, on peut dire que finalement, c'est un écho de ce que Jaurès a imaginé, puis qui est resté un projet sans lendemain, dans un ouvrage célèbre que vous connaissez sans doute de nom, qui s'appelle L'Armée nouvelle. Vers l'armée nouvelle, c'est un ouvrage que Jaurès publie en 1911, après de nombreuses années de travail. Il est sans doute le responsable politique français qui a le plus travaillé sur les questions de défense. Enfin, on ne trouve pas d'autre exemple d'un leader de premier plan qui ait produit une somme pareille. Il faut bien comprendre, il parle de l'armée au sens où on l'entendait de l'époque, c'est-à-dire l'armée de terre. Et Jaurès dit, dans une proposition qui lui a été beaucoup reprochée dans les milieux militaires, il dit il faut fermer les écoles militaires, parce que alors là, ça phosphore, c'est l'entre-soi, et ça, c'est risqué. C'est risqué parce que ça risque de créer un esprit de caste militaire. Donc il dit il faut envoyer les militaires à l'université. Là, ils vont se former avec les autres, et donc ensuite, ils deviendront officiers, ils auront une formation militaire spécifique. C'est un modèle qui n'est pas celui de la tradition française jusqu'à nos jours, mais on peut dire que finalement, la création du CHEDN puis de l'IHEDN, ça consiste à dire, comme le disait Lagardère dans un film célèbre, si tu ne viens pas au secteur civil, le secteur civil viendra à toi. Et finalement, au lieu d'envoyer les militaires se former dans les universités, on a mobilisé une sélection d'entre eux, parmi les très hauts potentiels, pour se former, pour avoir un temps de formation commun avec des civils. Et ça, c'est une intuition dans la durée qu'on retrouve. C'est un fil rouge pour comprendre la pérennité de l'IHEDN. Cette idée qu'il faut donner un temps de familiarisation pour les élites militaires avec les élites civiles pour éviter des phénomènes d'enfermement, de caste, d'autoréférencement. Et ensuite, on a, toujours dans cette genèse, un autre personnage qui est important, Guillaume l'a cité à juste titre, c'est Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, lui, a un point de vue qui est différent. Son point de départ est différent. Son point de départ, c'est son expérience dans l'enseignement militaire supérieur.
Et on a montré déjà la photo de sa session au CHEM, au Centre des hautes études militaires, mais avant, il y aura 100 ans l'an prochain, Charles de Gaulle a intégré l'École supérieure de guerre. Il a réussi le concours. Et, soyons clairs, il n'y a pas été très heureux. Il n'a pas été très bien noté, et l'épisode est célèbre, le maréchal Pétain a fait rectifier sa notation, l'a imposé comme conférencier. Ce qu'on sait moins, après qu'il ait rejoint son état-major, et ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, de Gaulle avait un objectif dans la vie, et contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'était pas de devenir chef de l'État, c'était de devenir directeur de l'école de guerre. Voilà. Directeur de l'école de guerre, à tout le moins professeur à l'école de guerre. D'ailleurs, il avait été professeur d'histoire à Saint-Cyr, il avait enseigné en Pologne, c'était un prolongement naturel, et il a tenté à plusieurs reprises. Ses biographes, en général, ne s'attardent pas là-dessus, mais effectivement, à plusieurs reprises, il a posé sa candidature, et puis bon, il n'avait pas laissé que des bons souvenirs, en particulier en matière de caractère à l'école de guerre. Il était quand même connu comme le loup blanc pour ses idées et son caractère, donc ça fait pchit à chaque fois. Mais encore, en 1931, au moment où il produit cette note que vous avez vue, qui est le tout premier document qu'on ait pour comprendre d'où vient l'IHEDN, eh bien, il tente une dernière fois de se faire intégrer dans l'école de guerre, comme cadre. Et de Gaulle, en fait, à défaut d'y arriver, réfléchit beaucoup sur l'enseignement militaire supérieur. Alors, celui de l'armée de terre, mais de Gaulle, c'est un esprit qui voit large. Et c'est de fait ainsi qu'il arrive à penser globalement la question de la formation des élites militaires, puis en se disant, parce que c'est aussi un homme de la Première Guerre mondiale, il a été élevé dans le souvenir de la guerre de 70, mais il est aussi, évidemment, fait partie de la génération du feu. Même s'il a été, et comme il a été fait prisonnier à Verdun, il a eu le temps de réfléchir en captivité. Et tout ça coagule effectivement au début des années 30. Et le plus ancien document qu'on ait aujourd'hui, c'est cette note de 31 qu'il écrit à Beyrouth, semble-t-il sans commande de Pétain. C'est son génie propre qui parle, il l'envoie. Et quand vous allez aujourd'hui à Vincennes, au service historique de la défense, vous ouvrez les cartons du CHEDN, parmi les dossiers préparatoires, le plus ancien document préparatoire, c'est la note de Gaulle. Alors évidemment, cette histoire, le directeur l'a dit, voilà, c'est un exemple précis. Il faudra continuer à creuser comment ça s'articule avec Daladier. Est-ce que, par exemple, Castex avait eu des échanges avec De Gaulle? Enfin, tout ça, pour l'instant, soyons clairs, on est dans le brouillard, le fameux brouillard de la guerre. Bon. Et donc, De Gaulle, lui, construit sa réflexion sur le CHEDN à partir de sa réflexion sur le MS et dans un souci d'élargissement. Et tout ça, évidemment, converge, y compris, j'allais dire de manière symbolique, 1936, c'est la création du CHEDN. C'est l'année où De Gaulle fait le Centre des hautes études militaires, qui est à l'époque pas encore couplé avec l'IHEDN. Aujourd'hui, ceux qui font le CHEM, qui est devenu depuis Interarmée, constituent la phalange militaire, vous le savez, de la session, ce qu'on appelait la session nationale, Poldef. Ce sont les militaires de cette session. Ça n'est pas le cas à l'époque, mais De Gaulle fait quand même le CHEM. Et à ce moment-là, il prend rendez-vous avec le président du Conseil, Léon Blum, pour lui présenter ses visions en matière d'utilisation des blindés, de rénovation de l'outil de défense, etc. Donc là, on a quelque chose vraiment d'assez étonnant en 1936, avec la figure de Gaulle déjà. Et puis, après-guerre, et donc à ce moment-là, quand le CHEDN est créé, ce qu'il faut souligner, c'est que finalement, c'est du 2 en 1. Il y a cette idée de préparer, effectivement, dans un effort commun, des responsables de la haute fonction publique avec de futurs chefs militaires. Le conflit approche, voilà, la dynamique est claire. Mais il y a une autre logique qui est celle d'abord de faire que les militaires se parlent entre eux et s'interarmisent. Et donc, vous voyez que le projet du Collège des hautes études de défense nationale, en fait, il repose sur 2 piliers. Créer une sorte de CHEM interarmé, sauf qu'il y a des civils, et avec eux, on va effectivement travailler dans une logique qui est plus grande, plus globale que celle du seul domaine militaire, qui est la défense nationale. Et il y a à cette époque, effectivement, un établissement qui a été créé 10 ans auparavant sur une idée de Churchill, qui est le College of Imperial Defence britannique, qui sert d'inspiration, et en particulier aux marins, qui voient vraiment dans ce collège, dans cet établissement britannique installé à Londres, qui existe toujours maintenant sous le nom de RCDS, le Royal College of Defence Studies, un modèle à suivre. Et quand on recrée l'IHEDN, on le recrée sur ces bases, avec une idée qui est quand même très précise, qui est vraiment une idée, finalement, une perspective opérationnelle. Il s'agit que demain, en cas de guerre,
non seulement les états-majors, mais les ministères, tout ce qui va concourir dans l'État et dans la nation à la défense nationale, soit armé, c'est-à-dire soit encadré par des gens qui aient reçu une formation commune. Et ça, c'est le modèle non seulement du RCDS britannique, mais c'est le modèle du National Defense College américain qui vient d'être créé à Washington, en particulier sous l'impulsion d'un certain Eisenhower. Et ce modèle-là, en fait, va rester le modèle britannique ou américain jusqu'à nos jours. D'une certaine manière, il n'y a pas de changement jusqu'en 2021. Par contre, l'IHEDN a considérablement changé. Et qu'est-ce qui a fait diverger par rapport au référentiel, on va dire, anglo-américain? C'est, en fait, la création des sessions régionales. Et la création des sessions régionales, qu'on n'appelle pas ainsi, d'abord, il va falloir attendre la fin des années 70 pour qu'elles reçoivent le qualificatif de session. C'est à partir de 1954, la première a lieu à Nancy, et elles vont donner un nouveau visage à l'IHEDN, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les comptes, l'IHEDN, combien de divisions? Alors, on a fait un gros travail statistique, et je tiens à remercier en particulier Adrienne Pérez, qui a été stagiaire à nos côtés, qui a fait tous les dépouillements et qui me permet de vous dire aujourd'hui, l'IHEDN, si on s'en tient aux sessions nationales et aux sessions régionales, dans leur diversité de 36 à 2021, c'est 25 000 personnes formées. 25 000. Pour la seule session nationale dans la diversité de ses déclinaisons, c'est 6 000. C'est-à-dire à peu près autant que le RCDS britannique depuis 1927. Sauf qu'on a les sessions régionales. Et je n'oublie pas aussi le CHEAR devenu AED, la session AED, c'est environ un peu moins de 3 000 personnes. Les sessions régiaux, c'est 15 000 personnes. Et donc vous voyez que la création des sessions régionales, on change de dynamique. Ça n'est plus de créer une petite phalange, un petit groupe, c'est vraiment de créer quelque chose de plus massif. Et la difficulté, je vais m'arrêter là-dessus, la difficulté pour l'IHEDN dans la durée, ça a été d'accueillir cette nouvelle dynamique. Ça a été de combiner ces deux dynamiques. Et donc l'IHEDN est toujours dans une forme de tension, selon aussi les impulsions qui sont données par l'autorité politique. Et il faudrait insister, on reparlera dans l'échange, je pense, sur la rupture à laquelle la professionnalisation des armées a correspondu. Toujours une tension entre est-ce qu'on forme les futurs cadres dirigeants qui demain vont être vraiment aux commandes de la défense, et particulièrement en cas de nouvelles grandes guerres patriotiques, ou est-ce qu'on forme beaucoup plus largement, et finalement, la nation en armes, telle que ce haut relief de Rude en témoigne. Voilà pour vous donner quelques pistes pour problématiser cette histoire au-delà de ce que déjà Guillaume vous avait partagé, et puis on va continuer l'échange à travers vos questions et vos remarques. Merci. Avant d'inviter le général Durieux à monter sur scène et à partager un instant de discussion avec les deux auteurs, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi le choix de cette couverture pour l'ouvrage? Cette couverture qui est le départ des volontaires de 1792 par Rude. Ça marche, oui. Voilà. Évidemment, le choix de la couverture, vous imaginez que ça a été toute une aventure. Et c'était difficile parce que, soyons clairs, même si je vous vois, vous êtes très beau, un amphi d'auditeurs de l'IHEDN, c'est pas exactement glamour pour une couverture, comme notre éditrice nous l'a fait remarquer. Un directeur de l'IHEDN ou même un Premier ministre s'adressant aux auditeurs, ce n'est pas plus vendeur, donc il fallait trouver quelque chose. Et finalement, on s'est tourné vers finalement ce qui pouvait être l'idée de la défense nationale. Alors, il y avait une solution toute trouvée qui était cette Athéna pensive qui est encore le logo de l'IHEDN. Mais il y avait un côté un peu corporate, il y avait un côté qui était presque limitatif par rapport à l'idée de défense nationale qui est portée par l'IHEDN, mais qui le dépasse largement. Hein. La vocation même de l'IHEDN, c'est que la défense nationale ne reste pas dans ses murs. Et donc, effectivement, moi j'ai pensé à ce haut relief de Rude, qui est une sorte d'icône républicaine. Et effectivement, après divers essais
de couverture. Et là, il faut saluer le travail des maquettistes de Talandier et employés par Talandier. On a eu ce résultat que, personnellement, on trouve assez réussi, mais en tout cas qui donne bien l'idée de l'élan. Et pour tout dire, ça donne assez bien l'image de faire bloc, de faire front. De ce point de vue-là, ça correspond assez bien à la mission essentielle de l'IHEDN. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, dans cette perspective, que l'IHEDN est une sorte de compagnonnage? Guillaume, tu veux répondre? Vas-y, réponds. Compagnonnage, waouh. Qu'est-ce que tu entends par compagnonnage? Ce que vous avez écrit dans votre livre. Ouais. C'est-à-dire que le terme de compagnonnage figure. Donc je voudrais avoir votre... Alors, écoute, oui, je pense qu'on peut le dire, puisque tout simplement, il y a une camaraderie déjà au sein des sessions. De toute manière, hein, c'est quand même un des principes de base de chaque session, depuis même le premier collège des hautes études de défense nationale en 1936. Hein. L'exemple là que je vous ai donné tout à l'heure, entre Pontillon, Pierre Bernheim, Alain de Boissieu, Georges Buis, on pourrait même ajouter un ancien ministre de la Défense, Joël Le Teul, qui était dans la même session. Ces gens-là continuent en effet de débattre des années après sur les choix stratégiques. D'ailleurs, des fois aussi de s'engueuler, il faut bien le dire. Mais oui, il y a cet aspect compagnonnage, certainement. Oui, complètement. Avec l'aspect de la transmission, du partage, etc. Totalement. Je crois que Benoît Durieux va nous rejoindre maintenant pour un moment d'échange avec vous. Et puis ensuite, on prendra quelques questions. Je voudrais rajouter une chose sur la couverture. C'est une coïncidence, mais l'Arc de Triomphe a été inauguré en 1836, c'est-à-dire exactement un siècle avant l'ouverture de la première session du CHEDN. Ça nous a conforté dans le choix de la couverture, vous l'aurez deviné. Merci beaucoup d'être là, mon général. Je vais vous laisser débattre entre vous. Moi, j'aurais simplement une question beaucoup plus actuelle. Cette année s'ouvre la première session nationale. On dit session nationale unique et vous rajoutez souvent session nationale unique intégrée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'intégré? Oui, merci. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. C'est unique ou intégré, l'un des deux. C'est pour montrer que depuis cette année, il n'y a plus une session dite politique de défense, une session armement économie de défense, une session maritime, une session cyber, et que l'idée a été de recentrer l'IHEDN sur la défense nationale, et donc d'essayer d'indiquer comment tous les auditeurs, ils sont nombreux cette année, puisque c'est la session nationale intégrée, ou la première session nationale regroupe 257 auditeurs. Tous ces auditeurs s'intéressent tous à la défense nationale. Et simplement, ils approfondissent un de ces aspects, qu'il s'agisse de la puissance militaire, qu'il s'agisse de la puissance industrielle, qu'il s'agisse de la puissance cyber, de la puissance maritime ou de la puissance économique. Mais l'idée étant bien de montrer que tout ça, ce sont les différents aspects d'une même réalité. Et que si on accueille des gens à l'IHEDN, c'est précisément pour promouvoir cette vision partagée de la défense du pays dans toutes ses dimensions. Voilà, c'était un peu ce que ça veut dire. Oui, je réagissais simplement sur le terme d'intégrer, puisque ça nous dit quelque chose aussi sur le fait qu'on est un et pluriel, si je puis dire, et donc l'IHEDN est intégrateur et pas assimilationniste. Je crois que c'est assez juste. J'aimerais rebondir sur cette notion de session intégrée. Je pense, alors c'est le regard de l'historien qui n'a pas d'ailleurs travaillé les archives, donc c'est vraiment plutôt il faut recevoir ce que je vais dire de l'ordre de l'hypothèse, mais l'IHEDN, c'est une sorte de croissance continue depuis les origines. Voilà, c'est assez vertigineux quand on voit le développement. Et donc, périodiquement, il y a besoin de ressaisir tout ce qui s'est mis en place et de redonner une unité. Et la réforme, me semble-t-il, qui est en cours, elle est tout à fait dans le prolongement de dynamiques qu'on observe tout au long de l'histoire de l'IHEDN. Comment gérer la croissance, finalement, et comment retrouver une sorte de point d'équilibre. Alors moi, je reviendrai peut-être sur la manière dont
Il n'y a plus eu de session nationale à partir de 2009. Je vais peut-être refaire un petit historique là-dessus pour reparler justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, mon général. Tout simplement, l'IHEDN est aussi lié aux enjeux et aux débats de son temps. Et donc, dans les années 2000, eh bien, c'est le concept de sécurité nationale qui est sur le devant de la scène. Et il y a un débat extrêmement important à partir du début des années 2000, à partir du rapport de François Hesbourg notamment sur la formation de l'enseignement militaire, mais pas que, sur la stratégie, l'enseignement de la stratégie également. Et il y a l'idée notamment chez le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui sera bientôt candidat en 2006, eh bien, de transformer l'IHEDN en Institut des hautes études de la sécurité nationale. Il y a déjà cette idée-là qui germe, notamment influencée par le criminologue Alain Bauer. Et donc, en 2000, Nicolas Sarkozy est élu en 2007, et la commission, il y a 2 commissions qui vont se mettre en place, un groupe de travail présidé par Alain Bauer d'un côté, et la commission du livre blanc présidée par le conseiller d'État Jean-Claude Mallet, qui avait été également peu auparavant secrétaire général de la Défense nationale. Donc, il va y avoir pas mal de tractations, beaucoup de débats là-dessus. Là où son organisme de tutelle à l'IHEDN, le secrétaire général de la Défense nationale, va être transformé en secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, eh bien, l'IHEDN va être fusionné, va fusionner avec le Centre des hautes études de l'armement, ce qui sera validé. Donc, c'est la proposition que fait le groupe de travail Bauer en 2008 et qui est validée par le livre blanc de 2008 également, et donc qui sera mise en place au 1er janvier 2010. Voilà, donc avec plusieurs sessions, la session AED, etc., politique de défense, etc. Voilà, donc là, la transformation de 2020 revient un petit peu sur le tronc commun, un petit peu, fait une fusion un petit peu de la réforme de 2009-2010 et du fonctionnement de l'IHEDN tel qu'il était depuis 1948. Absolument, et je crois que ce qui est intéressant, c'est la question que ça pose d'ailleurs, c'est que, parce que si on aurait très bien pu imaginer une session, une majeure sur, j'en sais rien, la sécurité énergétique, on aurait pu imaginer une majeure sur la sécurité ou la politique de défense culturelle ou tout ce qu'on veut. Et donc la question que ça pose, qui est à mon avis assez fondamentale, c'est quand on parle, et la question ne sera jamais tranchée définitivement, me semble-t-il, quand on parle de défense nationale, on parle de quoi exactement? Quel est le périmètre dont on parle? À l'IHEDN, le leitmotiv, bien évidemment, c'est que quand on parle de défense nationale, on ne parle pas seulement de défense militaire. Ça, on peut se mettre d'accord assez facilement là-dessus. Mais au-delà, on s'arrête où? Je pense qu'il faut aussi prendre garde à ce que, quand on parle de défense nationale, on ne parle pas de toute l'action de l'État, de toute l'action du pays. Toute l'action du pays n'est pas défense nationale. Sinon, on vit dans un pays qui, peu à peu, et je pense que ça a pu arriver dans certaines circonstances ou dans certains États, est atteint par le complexe obsidional et finit par voir tout son environnement comme autant de menaces. Donc il faut qu'il y a là un débat qui me paraît extrêmement intéressant sur de savoir ce dont on veut parler et ce dont on ne veut pas parler. Cette année, en tout cas, pour ce qui concerne l'IHEDN de 2021, il y a l'idée qu'il y a en gros 3 cercles concentriques. Il y a d'abord, malgré tout, la défense militaire, c'est-à-dire l'emploi de la violence physique, des opérations militaires. Et je crois que ça, c'est une singularité qui me paraît quand même irréductible. Et ensuite, il y a un deuxième cercle plus large, qui est celui véritablement de la défense nationale, c'est-à-dire de la protection et de la défense des intérêts de la nation contre des menaces, donc des actions volontaires hostiles qui peuvent s'inscrire dans les champs économiques, dans le champ cyber aujourd'hui, etc. Et puis il y a un troisième champ encore plus large qui est probablement celui de la sécurité nationale, où là qui fait référence, qui étend à ce qui n'est pas seulement des menaces, mais des risques, au sens où il n'y a pas de volonté hostile, mais Fukushima, donc une catastrophe naturelle, ou bien même des phénomènes sociaux qui ne sont pas volontaires. La criminalité, au fond, c'est pas... s'il y a des criminels, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas, au départ, pour la plupart d'entre eux, mettre à bas l'État. Mais pourtant, s'ils se multiplient, alors il y a une forme d'atteinte qui est portée
à la sécurité de la nation et de son mode de fonctionnement. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses à l'IHEDN en ce moment, mais en tout cas, c'est un débat qui est intéressant et qui ne va pas cesser. Et d'ailleurs, c'est un débat qui est aussi un débat peut-être assez français, ou en tout cas qui se présente certainement dans chacun des pays en fonction de leur culture et de leur histoire de manière assez différente. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. En ce qui concerne justement cette idée qu'on fait peser sur l'IHEDN des attentes qui sont parfois excessives et qu'on lui confie des missions qui peuvent être trop larges. À mon sens, un moment particulier, et je sais que je parle devant un certain nombre de gens qui ont connu cette époque, c'est vraiment la professionnalisation des armées, qui d'ailleurs est annoncée ou disons justifiée ici. On l'a découvert en préparant l'ouvrage. L'Amphifoch a été inauguré par Jacques Chirac en février 1996 pour, à votre place, plusieurs centaines d'officiers supérieurs et généraux venus entendre le président leur expliquer le pourquoi et le comment de la décision qu'il venait d'annoncer la veille à la télévision. Donc c'est la première fois que l'Amphifoch est ainsi rendu opérationnel, c'est pour justifier et présenter le choix de l'armée professionnelle. Et à cette occasion, on va reprendre et alors l'utiliser jusqu'à plus soif, une formule que vous connaissez tous, c'est l'image de l'esprit de défense. Voilà, l'esprit de défense, alors on a beaucoup cherché. Ah oui, on ne savait pas d'où ça venait. Ça figure dès le départ dans les premiers rapports de Castex. De Castex, exactement. Dès 1936 et 1937, Castex parle d'esprit de défense pour les auditeurs, qu'il faut leur inculquer un esprit de défense commun aux civils et aux militaires. Et alors on va dire... L'IHEDN, et alors ça c'est vraiment étonnant de voir dans cette période de cohabitation qui, on s'en souvient, la troisième cohabitation, elle a été aussi à sa manière une cohabitation de fer. Eh bien, Jacques Chirac, comme Lionel Jospin et Alain Richard, le ministre de la Défense, sont absolument d'accord sur le fait que désormais il appartient à l'IHEDN de porter la responsabilité de cet esprit de défense, d'être en quelque sorte omniresponsable là-dessus. Et là, dans les années qui suivent, on voit l'IHEDN effectivement lancer des formations spécialisées. Je ne vais pas rentrer dans l'énumération, mais c'est un peu un inventaire à la Prévert. Et on voit bien que la direction essaye d'inventer la vie qui va avec cette injonction répétée sans que un cadrage précis soit fait. Et à mon avis, il y a un problème là, structurel qui d'ailleurs n'a pas été aujourd'hui encore complètement réglé, c'est qu'au moment où disparaît ce qui socle une formation minimum militaire pour tous les jeunes gens, alors évidemment, c'est déséquilibré, les femmes y échappent à l'époque, mais le service national est considéré comme une sorte de vaccination de base par rapport aux questions militaires, aux questions de défense. Eh bien, rien n'est mis en place à ce moment-là pour soit remplacer cela, et c'est ensuite tout le débat jusqu'à nos jours sur la question du SNU, etc., mais aussi par rapport à la formation des élites politico-administrative du pays. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et sur laquelle on a conclu dans ce livre, c'est le parallèle qu'on peut faire entre l'histoire de l'ENA et l'histoire du CHEDN, IHEDN. Pourquoi ? Parce que le CHEDN est créé alors que l'ENA n'est pas créé. En 1936, on sait qu'il y a un premier projet qui est porté par Jean Zay au sein du gouvernement de Front Populaire, et puis que par contre, l'ENA est créé à la Libération, et de la même manière que l'IHEDN. Et quand on regarde combien d'énarques, on a à peu près le même nombre d'énarques, 6 000, que les auditeurs de la session Paul Def de l'IHEDN. Et donc, on voit bien que là, il y a la question de comment se fait-il comment est-ce qu'on forme les élites politico-administratives au-delà de la minorité qui va venir faire l'IHEDN aux enjeux de défense dans leur globalité. Oui, fin de la conscription, 1996. Donc, si je sais compter, on va faire une moyenne... 21 ans, 22 ans, au moment d'être appelé quand on est étudiant, on va dire. Donc en 2016, ça veut dire qu'on a des auditeurs de 41, 42 ans. Donc là, on commence à voir les premiers auditeurs qui n'ont pas fait leur service militaire. Qu'est-ce que ça change dans l'ambiance, dans nos missions, etc. Il faudrait pouvoir comparer. Donc là, on n'a pas beaucoup de recul. J'ai pas beaucoup de recul. Là, vous soulevez une question intéressante qui est plus large que la question de l'IHEDN, c'est-à-dire la question relative
je dirais, au lien qu'entretient l'armée avec, non pas la nation dont elle fait partie, mais le reste de la nation et la connaissance. Je crois qu'il faut... On a beaucoup dit que la fin du service militaire, c'était dramatique parce que c'était la fin d'une coupure entre l'armée et la nation. Moi, j'en crois pas un mot, très franchement. Je vais vous soumettre un petit calcul. Les armées, aujourd'hui, elles recrutent, si on intègre la gendarmerie, avec quelques pics et quelques aléas, c'est pas si stable que ça, mais on est de l'ordre de 25 000 à 30 000 recrutements de militaires par an. 25 000 à 30 000 militaires par an, c'est aujourd'hui à 80% encore. Alors, c'est un autre sujet, on pourra le regretter, tout ce qu'on veut, mais c'est des garçons. Une classe d'âge, aujourd'hui, c'est de garçons, c'est 350 000 jeunes gens. Donc, ça veut dire que un Français sur 10 passe dans l'armée, non pas 10 mois à contre-cœur, mais entre 3 et 30 ans volontairement. Et donc ça veut dire que dans la rue, quand vous croisez 10 personnes, vous allez croiser un ancien militaire, vous allez croiser son cousin, son frère, son meilleur ami. Autrement dit, le lien qu'il y a et la connaissance, qui est souvent imprécise, c'est vrai, mais des armées par le reste du pays n'est pas si faible que ça en réalité. Et je crois qu'à l'IHEDN, on le voit bien. On a peu de gens qui sont des anciens militaires, c'est vrai, de moins en moins qui ont fait leur service militaire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas quelques notions, qu'ils n'ont pas une sorte de connaissance plus ou moins implicite de la chose militaire. Et en tout cas, encore une fois, je n'étais pas là, j'étais pas auditeur, j'étais auditeur il y a 10 ans, mais il faudra remonter un peu plus loin, je ne saurais pas en parler, mais il me semble qu'aujourd'hui, les auditeurs que je vois, que je rencontre, c'est certains, s'agissant de ce lien avec l'armée, sont en général extrêmement avides d'en savoir davantage, ça c'est certain. Oui, pour rester dans la prospective, l'IHEDN, lieu de contact entre des mondes différents, comment voyez-vous l'évolution de ce rôle d'interface ? Ce qui est certain, c'est que l'IHEDN, ce n'est pas qu'une interface, c'est important, mais ce n'est pas qu'une interface entre les civils et les militaires. Je crois qu'on est dans une société, pour des tas de raisons. D'abord, on est en France, y compris en France, on est de plus en plus de Français. On a une société qui est quand même en partie beaucoup marquée par des progrès technologiques de toutes sortes, comme en Europe ou dans le monde entier de manière plus large. Et donc, on a une société avec des spécialisations de plus en plus nombreuses et donc une spécialisation croissante. Et donc, la création de mondes professionnels, de communautés professionnelles, de communautés de spécialistes qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, on a probablement, paradoxalement, et en dépit des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut imaginer, des communautés professionnelles qui ont de plus en plus de mal à se parler. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des instituts comme l'IHEDN, mais il y en a d'autres, qui rassemblent pendant, pas seulement le temps d'un soir, mais pendant un an, à travers des rendez-vous réguliers, des gens qui, sinon, ne se seraient jamais rencontrés. Et vous, tous ceux qui ont eu la chance de faire une session de l'IHEDN le savent, mais vous allez rencontrer un dirigeant d'entreprise, un avocat, un journaliste, un officier, un haut fonctionnaire, un syndicaliste, un militant d'ONG, un religieux, etc. Et ça, je crois que c'est assez unique et c'est absolument central dans notre société. L'IHEDN, c'est aussi, et c'est une conséquence de ça, c'est aussi un lieu de débat. Je crois qu'on est dans une société où malheureusement, la culture du débat posé, rationnel et respectueuse surtout, est soumise à de nombreuses attaques, qui ne sont pas volontaires, mais pour beaucoup de raisons que vous pouvez imaginer. Et donc, cette culture du débat,
elle existe encore à l'IHEDN et on s'emploie et je m'emploie à la promouvoir. Et ça aussi, je pense que c'est une plus-value importante de l'IHEDN aujourd'hui. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois qu'effectivement, Guillaume sera d'accord avec moi, on est complètement, à travers ce qu'on a pu découvrir, en écho avec ce que tu viens de montrer. C'est-à-dire que cette notion de compagnonnage qu'on évoquait tout à l'heure, elle vaut dans le rapport entre les civils et les militaires, et les auditeurs du CHEM sont véritablement les professeurs particuliers des civils de l'IHEDN, quelque part. Mais de la même manière, les auditeurs civils sont les professeurs particuliers des auditeurs militaires. Et il y a quelque chose, parce qu'on raisonne, là on a parlé de la question du sexe ratio, les femmes sont tarvenues à l'IHEDN. Et il a fallu vraiment attendre l'extrême fin du XXe siècle pour que, au-delà de la percée historique observée à la fin des années 50, qui est restée longtemps très, très homéopathique, vraiment la présence féminine s'inscrive de manière significative et croissante. Mais de ce fait, l'IHEDN a longtemps joué et joue encore pour les auditeurs du CHEM, qui sont à 90% encore aujourd'hui des hommes, un rôle de formation, d'ouverture par rapport à une réalité qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître, c'est-à-dire celle de femmes de pouvoir. Ça, c'est une chose, c'est une vertu cachée aujourd'hui de l'IHEDN de ce point de vue. Donc cette notion de compagnonnage, elle est fondamentale, elle s'inscrit dans la durée et elle produit du fruit. Et elle produit du fruit. Effectivement, t'entendre évoquer la capacité à nourrir le débat. On était sidéré, Guillaume l'a dit à plusieurs reprises, de la violence, enfin pas de la violence, mais de l'acuité des débats. Par exemple, clairement, la question, la dissuasion, aujourd'hui apparaît comme véritablement une vérité, je ne vais pas dire d'évangile, mais en tout cas quelque chose qui fait vraiment l'objet d'un consensus. Bon, il peut y avoir débat, mais aujourd'hui, on n'a plus une moitié de la population, une moitié des élites, voire davantage, qui va dire « mais c'est une folie que de construire la dissuasion ». C'est pourtant ce qui était encore le cas, on l'a bien vu, fin des années 50, début des années 60. Si Charles de Gaulle, chef de l'État, vient chaque année, pratiquement durant les années 60, inspecter les établissements de l'école militaire, en premier lieu de l'IHEDN, c'est pour s'assurer que le virage qu'il est en train de faire prendre en matière de dissuasion est correctement enseigné et que désormais ça suit. Donc l'IHEDN a aussi produit du fruit de ce point de vue et je pense que ça peut être une fierté collective aujourd'hui pour les anciens auditeurs de dire finalement sur chaque décennie par rapport aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis en matière de sécurité, de défense, est-ce qu'il est utile de rejoindre l'OTAN, de rejoindre des organisations interalliées permanentes du temps de paix? Ça, c'est le défi des années 50. La dissuasion dans les années 60-70. Le passage à l'armée professionnelle qu'on évoquait. Le défi de la sécurité nationale à partir de la fin des années 2000. Bref, à chaque fois, l'IHEDN a été un des lieux, et je dirais un des lieux par excellence où, grâce à cette culture du débat et de débats qui sont, on va dire, francs et virils parfois, le consensus national autour des questions de défense s'est cristallisé. Et là, je pense que on revendique le fait d'avoir été d'abord, on est universitaires l'un et l'autre, on a fait un travail scientifique, et je tiens à souligner devant le directeur que la direction de l'IHEDN nous a fichu une paix absolument royale. Voilà, on a travaillé en liberté complète, vous le croyez ou pas, mais vraiment, on était très libre là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, l'IHEDN, de ce point de vue, a été vraiment, de manière répétée, décennie après décennie, une des forges du consensus national en matière de défense, par le génie propre qui est celui de la formule de l'IHEDN. Merci beaucoup, Philippe. Vous avez quelque chose à rajouter, Guillaume, Non, juste pour rebondir sur la question justement de la fin de la conscription. Moi, je pense réellement, on a beaucoup parlé avec Philippe quand on a réfléchi un peu sur la période des années 90-2000. Clairement, la fin de la conscription a donné un rôle particulier à l'IHEDN. Alors, il y avait déjà ce qu'on appelait les trinômes académiques qui avaient été montés dès les années 80-1987 par l'Union IHEDN ainsi que le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, qui est, je crois, très important pour la formation des enseignants et des jeunes à la défense. Mais clairement, en 1996, c'est aussi le début des sessions jeunes. Donc, c'est pas un hasard. Il y a eu un débat à ce moment-là, comment faire pour essayer de remplacer
le service national par un service civique, etc., à la fois au secrétariat général de la Défense nationale et évidemment à l'IHEDN à l'époque. Et donc, oui, la fin de la conscription, elle a donné un rôle, je crois, encore plus particulier à l'IHEDN dans cette perspective-là. Ça, c'est évident, hein, et c'est le seul lieu, comme le disait Philippe, où les futurs chefs militaires rencontrent des futures femmes de pouvoir. Voilà, la féminisation en fait de l'IHEDN. La première femme, c'est 1959. Voilà, Lucie Laporte, docteur en pharmacie. Voilà, première femme. Il faut attendre 8 ans de plus pour qu'il y ait de nouvelles femmes au milieu des années 60 qui soient auditrices. Et c'est vraiment au milieu des années 70 qu'on a en moyenne entre 7 à 9 femmes par session nationale. Et on dépasse la dizaine vraiment dans les années 90. Voilà, donc tout ça a été très très lent. Bon, mais en même temps, en effet, l'IH, c'est un réceptacle aussi de ces mutations-là, je pense. On veut un peu d'être là parce que ça fait quand même 4 figures masculines sur scène. Donc je vais passer le micro puisqu'on a une culture du débat vif. Et je ne sais pas si c'est viril, mais en tous les cas, on a aussi une culture du débat courtois. Donc je ne sais pas si je vois peut-être... Oui, une question. Est-ce qu'on peut faire passer le micro? C'est possible. Par ici. Monsieur, on va vous passer le micro. Et question brève, pour des réponses courtes en raison du temps imparti. Allez-y, monsieur. Ah oui, pardon, je ne le prends pas. Bon, je suis un peu long à comprendre, c'est sans doute dû à mon âge. Car je suis François Bresson, un des très lointains prédécesseurs du général Durieux, puisque j'ai dirigé l'Institut de 92 à 94, excusez du peu. Je ne voudrais pas être long, simplement revenir sur une des images que vous avez montrées, la photo où il y a le général Simon et Pierre Schwed, qui me permet de faire une petite remarque et de vous poser une question. La remarque, c'est que le rattachement de l'IHEDN au Premier ministre, par l'intermédiaire, suivant les cas, dans des formules diverses, par l'intermédiaire du SGDSN, ça me paraît fondamental parce que c'est lié à la structure même du pouvoir politique de notre pays dans le domaine de la défense. Qui est le ministre de la Défense nationale en France? C'est le Premier ministre. Et il a un état-major dédié à ça, qui est le SGDSN. Et il dispose en plus d'un organisme de formation, j'aurais tendance à dire, pour reprendre ce que vous disiez, d'auto-formation entre les... Voilà. Ça, c'est la remarque. C'est donc très important à mon sens. La question que je voudrais vous poser, elle est liée à Pierre Schwed. Pierre Schwed, vous l'avez, que j'ai très bien connu, qui était un ami très, très profond pour moi, était effectivement le fondateur de l'Union des associations, qui est un des deux piliers de l'IHEDN, puisqu'il y a l'Institut et les associations, et on ne fait pas l'un sans l'autre. Bon. Mais il a eu un autre rôle plus particulier sur lequel je voudrais vous interroger. Dans les années 90, s'appuyant sur le fait que le modèle IHEDN était copié en Italie, copié en Espagne, et a été explicitement copié en Allemagne, puisque l'ancien chef d'état-major général allemand, qui s'appelle l'inspecteur général de la Bundeswehr, que j'ai bien connu, est venu à l'IHEDN pendant plusieurs semaines parce qu'il avait été, on lui avait demandé de créer l'Académie fédérale de sécurité, comme elle s'appelle maintenant. Et donc la question, on l'attend tous. Voilà. J'y arrive. Parce qu'il y a un suspense là. Oui. Et voyant cela, Pierre Schwed a pensé qu'il fallait créer quelque chose comme un IHEDN européen. Il n'y est pas arrivé. Il a dérivé son idée vers une association qui existe toujours et qui s'appelle Eurodéfense. Mais ma question, c'est, dans vos archives, dans vos recherches dans les archives, avez-vous trouvé des allusions, petites ou grandes, à la création d'un IHEDN européen? Je sais qu'il existe des choses, mais pas en tant qu'organisme constitué. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je vais vous répondre très facilement. Alors, Pierre Schwed, Pierre Schwed, en fait, a publié ses archives dans un livre qu'il a lui-même autopublié
Et en effet, il en parle, il le cite, ce projet d'association qui n'a pas fonctionné, en effet. Mais en tout cas, on a plusieurs documents là-dessus, sur la genèse, les idées en tout cas qu'il portait au niveau de la défense européenne, tout à fait. Je reviens juste aussi sur ce que vous dites sur la tutelle du Premier ministre, qui est extrêmement importante. Et en fait, c'est une très très longue histoire. Je vais être très court. En fait, le problème, c'est que le décret qui crée l'Institut des hautes études de défense nationale, c'est le décret du 30 janvier 1949. Et le problème, c'est que ce décret, il est caduc au bout de 15 jours lorsqu'il est publié, puisqu'en fait, un des articles, justement l'article qui gère la tutelle, dit l'IHEDN est sous la tutelle de l'état-major de la défense nationale. Voilà. Sauf que 15 jours plus tard, le dit état-major de la défense nationale est supprimé au profit d'un état-major permanent civil et militaire de la présidence du Conseil. Voilà. Et donc, l'organisme de tutelle de l'IHEDN est mort et dissous 15 jours après la sortie du décret. Donc, ça provoque un vide pendant plus de 30 ans sur la question de la tutelle. C'est encore pire sous la 4e République, tout simplement parce que, officiellement, l'IHEDN est sous la tutelle du secrétariat général permanent de la Défense nationale, mais celui-ci est sous délégation du président du Conseil pour le ministère de la Défense. Donc ça veut dire qu'officiellement, l'Institut, c'est l'autorité de Matignon, mais en fait, dans les faits, c'est l'hôtel de Brienne qui a sous sa tutelle l'IH. Voilà. Et ça varie comme ça sous la 4e République. Alors, sous la 5e République, ça devient un petit peu plus clair, sauf qu'entre 1969 et 1973, eh bien, on revient au système presque de la 4e, c'est-à-dire que c'est Michel Debré, qui est ministre d'État chargé de la Défense nationale, qui prend sous sa tutelle l'IHEDN et le SGDN. Et donc, en 1973, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une rupture, c'est clairement, les choses reviennent à leur place. C'est vraiment Matignon qui, les choses se clarifient, qui prend sous sa tutelle l'IHEDN et le SGDN. Voilà. Oui. Alors, Guillaume, donc l'IHEDN dépend du Premier ministre, mais la prévalence du président de la République, de la présidence de la République sur ces questions, rend-elle envisageable, à votre avis, un repositionnement ? On est historien et on n'est pas devin, hein, bien sûr. Et j'ai une bouteille de cristalline, mais je n'ai pas la boule de cristal devant moi. Bon, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que ça me semble tout à fait exclu. Je pense que souvent les secrétaires généraux de la Défense nationale disent le SGDSN désormais sert de maître. Le président et le Premier ministre. Je n'en dirais pas autant de l'IHEDN, qui a un rapport particulier avec le chef de l'État, mais ce rapport est très variable selon la personnalité du chef de l'État. Clairement, vous l'aurez deviné, le fondateur de la Ve République est celui qui a eu le rapport, je dirais presque le plus intime avec l'IHEDN, et c'est lui d'ailleurs qui a fait vivre cette capacité d'expertise que les comités de la session nationale peuvent déployer au profit de l'exécutif. Et on raconte, grâce au témoignage d'Alain de Boissieu, comment l'IHEDN a joué un rôle dans la définition, on va dire, de la chaîne décisionnelle en matière d'emploi de la dissuasion d'emploi potentiel. Mais ensuite, on a véritablement des rapports qui sont très différents. Le contre-exemple, me semble-t-il, et ce n'est pas parce qu'on sait les rapports compliqués qui furent ceux de François Mitterrand avec Charles de Gaulle, c'est précisément François Mitterrand qui n'est venu qu'une fois à l'IHEDN. Vous l'avez vu sur la photo. Et pourquoi est-ce qu'il vient ? Il vient pour prendre la place du Premier ministre. Exactement, avec qui il est en conflit juste avant, 2 ans auparavant. Prendre la place du Premier ministre qui vient de changer, puisqu'on est au lendemain de l'élection présidentielle de 88. Donc, au lieu que ce soit le Premier ministre qui ouvre la session nationale, c'est François Mitterrand qui l'ouvre à sa place. Michel Rocard écoute la leçon. Et après 2 ans passés à guerroyer contre Jacques Chirac sur la question de la politique de défense, avec des enjeux très concrets comme le missile dit à roulette, missile SX, etc., enfin aussi les projets de guerre des étoiles, etc., Mitterrand ressocle la politique de défense, on referme la parenthèse, et l'IHEDN sert là, en fait, simplement de théâtre pour l'expression de la nouvelle politique de défense ou de la restauration de l'orthodoxie de la politique de défense. Alors qu'à l'inverse, on voit effectivement les premiers ministres venir chaque année avec... Il y a ce rapport qui est entretenu avec la tutelle du SGDSN. Maintenant, il y a finalement le rôle du cabinet militaire du Premier ministre. Donc on peut dire que là, on a un écosystème qui, dans la durée, est bien constitué, et particulièrement depuis que les textes réglementaires ont été reprécisés en 1979.
Alors, juste pour revenir sur le Premier ministre, en 1948, en novembre 1948, c'est le président du Conseil, Paul Ramadier, enfin ministre de la Défense nationale à l'époque, Paul Ramadier, qui fait le discours inaugural de l'IHEDN. Donc c'est le ministre de la Défense. Ce n'est pas le président du Conseil. Il faut attendre 1960, novembre 1960, pour qu'il y ait cette tradition d'inauguration par un discours du Premier ministre de la session nationale. Et c'est Michel Debré qui ouvre cette tradition, donc en novembre 60, pour des raisons très simples. Il s'agit de remarteler devant les auditeurs que la donne a changé clairement. Exit la politique de défense de la 4e République marquée par l'atlantisme, etc., la défense des colonies, etc. Michel Debré fait un discours très très net en faveur de la force de frappe. De fait, la première bombe française a explosé quelques mois auparavant, Reagan. Et donc, il y a un côté très évangélisateur, entre guillemets, de la part de Michel Debré. Quand on lit le discours, c'est très très net. Et tous les discours des premiers ministres, sous De Gaulle, également sous Georges Pompidou, sont dans cette optique-là. Georges Pompidou, lui aussi, revient plusieurs fois, fait la suite du général. Il revient quasiment chaque année inspecter l'enseignement militaire supérieur. Donc, on alterne entre des discours présidentiels à la fin des années 60, début 70, et chaque année, les discours des premiers ministres. Voilà. Donc, là aussi, serviteur de 2 mètres, d'une certaine manière, comme oui. Le GDN. Ça se rejoint. Alors, les questions qui nous sont revenues, vraiment, la question du président de la République, vous ne serez pas étonné, c'est l'actualité, ça, c'est pas l'histoire, revient énormément. D'où ma question. Donc, par exemple, je vois là, à Bordeaux, est-ce que tous les présidents de la Ve République ont fait un discours devant les auditeurs de la session nationale de l'IHEDN? Alors, presque. Presque. Charles de Gaulle, oui, puisqu'il y a 1959, il revient en 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 66. Il oublie 68, je crois qu'il ne vient pas en 68, et il termine en 69. Georges Pompidou vient en 69, vient, si ma mémoire est bonne, je crois en 71, en 72. Valéry Giscard d'Estaing, lui ne vient qu'une fois, on l'a vu tout à l'heure en 76, et c'est pour dénouer une crise politique avec sa propre majorité. Donc voilà. Donc là déjà il y a une petite rupture déjà avec le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Continuité avec Mitterrand puisqu'il ne vient qu'une seule fois, donc en octobre 1988, on l'a vu tout à l'heure. Jacques Chirac, lui par contre, sera très très proche de l'IHEDN en tant que Premier ministre, 86, 87, 88 également, 87. Et en tant que président de la République, il viendra 2 fois, en 1996 et en 2001. Alors 2001, 96, c'est quasiment pour annoncer, avec un tout petit peu d'avance, la fin de la conscription, justement. Et en 2001, pour annoncer la rénovation de la doctrine de la dissuasion avec la commission de travail, le groupe de travail de Jean-Claude Mallet. Voilà, le résultat du travail de Jean-Claude Mallet, de sa commission. Nicolas Sarkozy, je ne crois pas qu'il soit intervenu directement devant l'IHEDN. François Hollande, oui, en 2013. Et le président Macron, je ne crois pas qu'il est intervenu devant l'école militaire, mais ce n'était pas spécifiquement l'IHEDN. Voilà, donc ce qui est intéressant avec l'intervention qui a eu lieu ici même par l'actuel chef de l'État, c'est qu'en fait, on est à la confluence de 2 traditions. Celle qui est nouvelle et qui s'est mise en place avec, l'avènement de la dissuasion, du discours du septennat ou du quinquennat qui socle la politique en la matière, même si le président Macron a voulu inscrire son propos dans une perspective plus large sur la politique de défense. Donc il y a bien l'idée, une fois durant son mandat, le chef de l'État va s'exprimer sur la dissuasion, fixer un certain nombre de choses en la matière, et il va le faire devant une assemblée dont les auditeurs de l'IHEDN, en tout cas des sessions nationales ou de la session nationale, sont évidemment un des contributeurs majeurs. Et de fait, à ce moment-là, on renoue avec la politique de Gaulle qui est, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, De Gaulle voit les choses globalement en articulation avec l'EMS. Donc, quand il vient à l'école militaire, il inspecte tout. Il y a une exception jusqu'en 67, c'est le collège de défense de l'OTAN. Mais sinon, il voit tous les établissements. Et il commence à chaque fois par l'IHEDN. Et donc, cette tradition, elle est poursuivie par Georges Pompidou, qui ensuite doit abandonner compte tenu des progrès de la maladie, mais on voit très bien que Georges Pompidou s'inscrit dans les pas de Charles de Gaulle, et par contre, il y a une vraie rupture avec Valéry Giscard d'Estaing. Et désormais, les présidents qui vont suivre ne reviendront plus inspecter l'enseignement militaire supérieur. Et donc, de fait, quand le président Macron intervient ici, à l'école militaire, dans cet amphi où se trouvent les stagiaires de l'école de guerre, les auditeurs du CHEM, mais aussi les auditeurs de l'IHEDN, effectivement, il y a une sorte de confluence de diverses traditions.
Oui, donc un livre d'histoire, mais qui suscite des questions sur les évolutions en réalité. C'est-à-dire que, par exemple, on s'interroge pour savoir les évolutions de la formation, les évolutions des missions. Alors on s'interroge pour savoir si, par exemple, l'émergence des guerres hybrides peut avoir, c'est un exemple, une influence sur le modèle de formation proposé aux auditeurs. Oui, si par guerre hybride, on entend que des États utilisent les éléments de leur puissance, qu'elle soit économique, qu'elle soit technologique, qu'elle soit juridique, pour atteindre des objectifs politiques de manière parfois assez hostile, je dirais que de ce point de vue-là, l'IHEDN, la vocation de l'IHEDN, la raison d'être de l'IHEDN à certains égards, c'est de faire face aux guerres hybrides depuis quasiment sa naissance, puisque sa raison d'être, c'est de dire on ne se limite pas à la seule dimension militaire, à la seule guerre ouverte, on va beaucoup plus loin. Et donc, ce qui est certain, c'est que la réflexion qu'on peut avoir au sein de l'IHEDN et avec les auditeurs et dans toute leur diversité donne certainement un forum extrêmement intéressant pour essayer de penser cet accroissement de tension qu'on observe malheureusement actuellement sur la scène internationale. Je vais laisser une dernière question à la salle et à quelqu'un de jeune, je pense, en priorité. Pour nous retourner encore vers l'avenir. J'avais juste une question à poser aux deux auteurs, puisque j'ai bien lu leur ouvrage. La conclusion, et le dernier mot d'ailleurs de votre texte est en anglais. Et la conclusion porte un titre anglais. Est-ce que, sans déflorer les 3 mots anglais qui concluent votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bon, c'est un peu un combat que j'ai livré. Et je tiens d'abord à remercier le directeur d'avoir accepté. Ça, c'était un bon exemple de la liberté qui a été donnée aux auteurs, parce que le choix du titre de la conclusion, c'est évidemment un moment stratégique. Et il y avait débat parce que, disons-le, c'est Made in France. Alors pourquoi titrer en anglais la conclusion d'un livre qui porte sur une institution aussi française? Eh bien, précisément pour souligner, autrement que par des formules qui sont un peu convenues du style singulièrement français ou le génie français, enfin, bon, vous voyez, bon, d'avoir une formule qui capte l'attention parce qu'elle est un peu inattendue, qui réveille, disons, l'attention du lecteur à la fin d'un ouvrage qui est quand même conséquent et qui l'invite à faire un dernier effort et à lire la conclusion. S'il n'a pas commencé par la conclusion, on sait que c'est parfois ce que font les lecteurs. Au-delà, c'était l'idée que l'IHEDN, et je crois l'avoir montré tout à l'heure à travers l'évocation des modèles britanniques et américains, est un modèle, et on pourrait continuer en évoquant l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, avec la Bax que vous évoquiez tout à l'heure, c'est singulièrement français. Et c'est fabriqué en France de ce point de vue. Néanmoins, dans une articulation, une forme d'inspiration outre-Manche et outre-Atlantique. Donc, dire Made in France, c'est dire c'est singulièrement français, mais il est clair que si on doit désigner une inspiration alliée, étrangère, clairement, il faut saluer ici la mémoire de Churchill. Et de Churchill, et on sait, alors c'est fascinant parce qu'on sait, et c'est inattendu, les liens qui étaient ceux du général de Gaulle avec Churchill, mais vous verrez, ça ne s'arrête pas là. Vous verrez dans le livre, on a retrouvé les photos de la cérémonie qui a eu lieu dans la Cour d'honneur des Invalides au printemps 1947, quand Winston Churchill, qui n'était plus au pouvoir, est venu recevoir la médaille militaire. Et cette médaille militaire, elle lui a été remise par Paul Ramadier, non pas parce qu'il était chef du gouvernement, mais d'abord parce qu'il était lui-même médaillé militaire, et que, de ce fait, il pouvait le décorer. Et donc, on a ainsi, au moment où l'IHEDN est en train d'être recréé par le même Paul Ramadier, qui va ensuite ouvrir la première session, une sorte d'hommage indirect à la responsabilité qui est celle de Churchill au départ. Et ne serait-ce que, à travers cette anecdote, on comprend effectivement le pourquoi de ces 3 mots en anglais qui concluent l'ouvrage. Thank you. On va donner la parole à vous présenter rapidement, vous poser une question le plus rapide possible et on lui répond pour conclure ce lundi de l'IHEDN consacré à votre histoire. Bonsoir mon général, bonsoir messieurs, merci pour votre exposé.
C'est la première fois que j'ai un porte-micro, c'est original. Je voudrais revenir et vous poser une question à propos de l'ampleur de la formation qui est proposée à l'IHEDN. Vous avez bien évidemment évoqué le lien entre l'armée et la nation, et moi je voulais évoquer le lien entre la défense nationale et la jeunesse, notamment depuis bien évidemment la fin de la conscription. Et assez simplement, quelle place l'IHEDN a et a eu dans son histoire et dans sa structure actuelle dans cette formation que je qualifierais même de culturelle? Et quelle est la continuité de cette formation? C'est-à-dire un jeune, vous avez évoqué les sessions jeunes, un jeune qui suit ce type de session, eh bien, quel peut être son parcours ensuite dans le système de la défense nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre, puisque je crois que ça a été rapidement évoqué. Hein, les sessions jeunes sont apparues en 1996, mais aujourd'hui, on essaye d'en faire, je crois qu'on doit être à un peu plus de 5 par an. Donc il y a des sessions jeunes qui sont, n'importe qui peut candidater, ça dure une semaine, et c'est un petit IHEDN en réduit, hein, avec des travaux de comité, des conférences et des visites. Et ce que j'observe, c'est que, et je ne sais pas si la responsable ou une responsable de l'association est là, mais il y a l'association Jeunes IHEDN, qui est une association de loi de 1901, totalement autonome, vis-à-vis de l'Institut, mais qui s'inscrit clairement dans l'orbite de l'Institut, est extrêmement dynamique et organise énormément de choses. Et donc, si vous voulez, les jeunes qui s'intéressent aux questions de défense nationale, l'IHEDN leur propose, à travers ces sessions, d'en savoir un peu davantage, d'éveiller leur... Et surtout, l'objectif, c'est pas tellement de leur apprendre ce que c'est que la défense nationale en 5 jours en réalité, mais c'est plutôt de leur donner envie précisément d'en savoir davantage et ensuite de leur donner envie de s'engager, qui, pourquoi pas dans la réserve militaire, mais qui aussi dans de très nombreux autres secteurs de l'engagement. Et puis, à travers des réflexions, en écrivant ou en participant à des débats, eh bien, de prendre une part active au débat, parce que je pense que quand on est un jeune adulte ou quand on a un peu plus de 20 ans, on a tout à fait l'âge de réfléchir à la défense nationale. La défense nationale, ça ne peut pas être une affaire d'experts. Ça, c'est certain. Un grand merci à tous pour votre présence. Nous avons ici des présidents d'associations que je voudrais saluer. Jérôme Delabrive, président de l'Union, Valérie Berthaud, Union AED, 3 AED, voilà, et d'autres encore, mais il y a tellement de monde que je ne peux pas saluer chacun tour à tour. Merci beaucoup et bonne continuation à l'IHEDN donc.